On est parti les amis pour le 362e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, on vient parler vélo. Le Coup Tordu, on vient parler cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Je vous retrouve en solo pour ce 362e épisode. On va faire la preview et on va faire les pronos de la 3e étape de la Vuelta 2025. Mais bien évidemment, avant, on va parler un petit peu actualité vélo. Et on va revenir sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tout ce qui s'est passé ce dimanche 24 août parce qu'on a eu une journée très très mouvementée. On va commencer par le Rhône Wii Tour. Alors un petit peu frustrant au niveau... Alors déjà, je vais commencer par le message de prévention. Jouer avec excès comporte des risques. Dans le lien de l'épisode, je vous ai mis le numéro de téléphone de Joueur Info Service, même si j'espère qu'à l'écoute du podcast, à l'écoute du Coup Tordu, vous jouez de manière intelligente, vous jouez de manière raisonnée et que vous n'aurez jamais besoin d'utiliser ce numéro. Et ceux qui viennent pour écouter parler vélo, pour écouter cyclisme, je ne vous incite pas à jouer, bien au contraire. Et puis aussi, on peut faire des jeux de fantaisie. Il y a plein de jeux qui existent. On n'est pas obligé de mettre de l'argent pour savoir qui sera le vainqueur de la course. Donc du côté du Rhône Wii Tour, je vous avais donné la victoire de MVDP, de Mathieu Van Der Poel, qui était quand même bien donné à 7. Alors un petit peu frustrant au niveau betting, parce que je pense véritablement que Mathieu Van Der Poel avait la victoire dans les jambes, vraiment très clairement. Surtout quand il part dans le petit groupe avec Tim Wellens. Ça aurait pu aller au bout, hein. J'ai l'impression que les équipiers un petit peu derrière commencent à être épaillés. En tout cas, si on sort du betting, hyper content pour Arnaud Delis qui gagne la victoire à l'arrache, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la course. Mathieu Van Der Poel récupère une bonification qui le fait passer en tête du classement général à quelques kilomètres de l'arrivée. Derrière, la seule solution pour Arnaud Delis de remporter ce Rhône Wii Tour était de gagner le sprint à l'arrivée, un sprint en petit comité, une cinquantaine de coureurs. Donc victoire d'Arnaud Delis, deuxième Mathieu Van Der Poel, à la fois sur l'étape et à la fois sur le classement général. Et puis alors derrière, on a eu une très très belle image, hein, c'est-à-dire que Van Der Poel aurait pu être littéralement dégoûté, puis tout de suite 5-10 mètres après l'arrivée, il vient féliciter Arnaud Delis, et c'est j'ai envie de dire c'est pour ce type d'image que j'aime le vélo. Et je vais faire, on va dire, une transposition avec ce qui se passe dans le foot. Alors depuis une semaine maintenant, hein, on nous bassine avec Adrien Rabiot qui patate son adversaire. On n'entend parler que de ça. Dans les journaux, on met les réseaux sociaux, on met Facebook, on met TikTok. Tout le monde ne parle que de ça. Alors maintenant, imaginons, hein, voilà, on imagine, voilà, tout ce qui s'est passé depuis une semaine avec l'affaire Rabiot, on le transpose au vélo. Voilà, on va prendre un exemple, on va transposer ce qui s'est passé dans le foot, dans le vélo, pour vous dire à quel point, pour moi, ces gens sont fous. Imaginez qu'après une course, Mathieu Van Der Poel aille foutre une patate, et apparemment de manière assez violente, à son équipier Jasper Philipsen. Bon là, tous dans la communauté vélo, on serait choqués, quoi. On dirait, mais Mathieu Van Der Poel, il a plus rien à foutre dans ce sport, ou au moins qu'on lui mette une grande suspension. Et ben dans le foot, non, pas du tout, c'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a quand même une moitié du public, voire un peu plus, et certains influenceurs, et certains mecs qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux, parfois des mecs gentils, hein, qui disent « Attendez, c'est quand même pas normal, on vire pas un joueur pour ça, il a mis une pêche à son coéquipier, c'est pas très très grave, la mère de Rabiot qui arrive, qui dit non, et regardez, voilà, faut lui pardonner. » Donc imaginez-vous par exemple, je sais pas moi, Corinne Poulidor ou Adrien Van Der Poel qui débarque et qui commence à expliquer que Jasper Philipsen il frappe sa femme, et comme Jasper Philipsen il frappe sa femme, il faut pardonner à Mathieu Van Der Poel. On nous prendrait pour des fous. Donc voilà, je vous le dis, c'est pour ça que le foot, en réalité, aujourd'hui, j'ai pendant très longtemps été fan de foot. J'étais fan notamment du Paris Saint-Germain des années 90, l'ère Michel Denisot, Canal+. C'est pour ce genre de truc que je me reconnais absolument plus dans ce sport. Et les influenceurs, les créateurs de contenu qui défendent Rabiot, mais vous voulez donner quel exemple? Alors le terme est un peu, voilà, ça fait un peu vieux con, mais quel exemple pour les gamins qui vous regardent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux patater ton coéquipier et on te vire pas pour ça en fait.
Bah, je suis désolé, dans le vélo, c'est un truc qui n'existe pas. Et on a vu une super image, 5-10 mètres après l'arrivée, Mathieu Van Der Poel, il a été battu. Il y a eu une belle course, il y a eu une belle confrontation entre deux champions. Et tout de suite, il va féliciter son adversaire. Et pour moi, c'est ça le sport. Si vous voulez, c'est un peu aussi l'esprit de la boxe, où les mecs peuvent se patater pendant 12 rounds. Et derrière, voilà, on se félicite, on se congratule. Une fois que l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final, et ben c'est la paix des braves, chacun a donné ce qu'il avait donné et ça reste que du sport. Donc c'est pour ça que ce sport commence un petit peu à me faire gerber. Deuxième chose dont je voulais vous parler, et puis on va faire des petites, on va dire un petit peu des parallèles entre le foot et le cyclisme. Est-ce que vous avez vu cette information comme quoi Kylian Mbappé avait perdu 6 kilos pendant l'été et avait gagné 2 kilos de muscles? Est-ce que quand vous avez vu ça vous a pas fait penser à un truc? Est-ce que ça vous a pas fait penser à quelque chose? Est-ce que vous avez pas vu quelqu'un qui a gagné le Tour de France, qui a perdu 4 kilos en 2 mois et tout de suite, ça a fait une sorte de scandale? Alors moi-même, dans le coup tordu, je me suis posé des questions. Mais c'est pas parce que je me pose des questions que j'accuse Pauline Ferrand-Prévot de quelque chose. C'est juste, je me pose des questions à la fois comment on perd 4 kilos et comment on arrive à garder la puissance. Mais voilà, c'est juste, je m'interroge sur la méthode de travail. Mais c'est pas parce que je m'interroge sur la méthode de travail que la méthode de travail est illicite. Mais pourquoi ces questions que l'on se pose sur Pauline Ferrand-Prévot, pourquoi on se les pose pas sur Kylian Mbappé qui, sur une période plus courte, a perdu 6 kilos pour gagner 2 kilos de muscles? C'est absolument faramineux et absolument colossal. Et moi, ça commence un petit peu, si vous voulez, à me saouler cette image de dopage, notamment qu'on voit à droite, à gauche sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous dire, à l'heure qu'il est aujourd'hui, alors même si évidemment, il y a des brebis galeuses, on voit par exemple Bonamour, il a pris 4 ans de suspension. Il y a des zones grises, il y a des interrogations, mais moi je pense que si on étend le truc au peloton global, je pense qu'à l'heure qu'il est, le vélo est de loin le sport le plus propre. En tout cas, beaucoup plus propre que le foot, beaucoup plus propre que le tennis. L'autre, la Sinner, là, il se prend un contrôle positif. Alors vas-y, attends, on va te suspendre, allez, quelques semaines, et puis tu vas revenir, calinothérapie, machin. Mais dans le vélo, le mec est suspendu 4 ans. On n'en parle plus. Le rugby, c'est un carnage. Et ça commence très tôt. Il y a eu des cas dans des centres de formation. Les mecs sont des malades. Donc je vous le dis, voilà, moi je vous le dis comme je le pense. Je suis pas là pour confronter les sports les uns contre les autres, mais je pense qu'on a un sport qui est beaucoup, beaucoup plus propre que les autres. Moi, j'aimerais bien savoir. Alors peut-être que oui, vous avez peut-être des informations, vous à l'écoute du podcast, mais peut-être que Kylian Mbappé peut se prendre un contrôle antidopage le matin à 6h du matin. Peut-être que les grandes stars du football peuvent se prendre un contrôle inopiné à 16h du mat. Moi, je sais que Pogacar, il peut s'en prendre. Mais dans le foot, comment ça se passe? Le mec, il arrive, agence mondiale Mbappé, le truc est ultra verrouillé, la sécurité, tout ça, c'est bien normal. Toc toc, bonjour, je suis l'agence mondiale antidopage, 6h du mat, je viens de faire un contrôle inopiné. J'aimerais bien voir comment ça se passe. Tu sors Mbappé de son plumard, ça se trouve le mec il a fait la teuf, il était en boîte, Mbappé ou un autre footballeur, on va dire de ce calibre-là. J'aimerais bien voir comment ça se passe, j'aimerais bien savoir si les cyclistes sont traités ou non à la même enseigne. C'est des questions, voilà, encore une fois, c'est des questions que je me pose. On bascule sur la Vuelta. Alors beaucoup de réactions hier, évidemment. J'avais émis l'hypothèse que David Gaudu puisse faire quelque chose. Thibaut m'avait mis les 2 pieds sur la pédale. Alors je vous le dis de manière claire, nette et précise. De toute façon, que Thibaut ou non m'ait mis les pieds sur la pédale, David Gaudu, je l'avais mis sur ma préliste. Mais même si Thibaut m'avait dit vas-y, c'est une bonne idée, je n'y aurais pas été. Donc en fait, ça changeait pas, si vous voulez, ça changeait pas grand-chose au truc. Voilà, quand on prépare un petit peu ces bêtes, des fois on fait une liste, on regarde un petit peu les probabilités et j'avais localisé que cette ascension, elle correspondait parfaitement aux qualités de David Gaudu, à savoir une ascension de 10 minutes. En plus, il y a eu du mauvais temps, il a plu. Alors Thibaut avait émis l'hypothèse qu'il puisse y avoir un petit peu de pluie pendant l'étape. Ça a été un petit peu plus que ce qui avait été envisagé. La météo, ça reste quelque chose qui reste encore aléatoire. Donc j'ai envie de dire, sur cette étape-là, il y avait des conditions parfaites pour que Gaudu réalise une performance. Maintenant, ce qui est intéressant pour Gaudu, c'est qu'il est quand même parti vraiment très très bas dans le peloton. Il était aux alentours de la 100e position au pied de la dernière ascension et il arrive à finir top 3.
Donc est-ce qu'il aurait pu aller chater la deuxième voire la première place s'il avait été mieux placé? Peut-être, on ne sait pas et on ne le saura jamais. Bravo à tous ceux qui ont pris Jonas Vingegaard. Moi, très honnêtement, je n'y croyais pas, mais alors je n'y croyais absolument pas. Et pour moi, ce qui a été décisif dans la victoire de Jonas Vingegaard, c'est le relais, alors non pas de Julien Bernard, énormissime. La Lidl Trek avait fait son choix, ils avaient choisi Giulio Ciccone, c'est comme ça. Donc Lidl Trek qui envoie, on va dire, Julien Bernard pour mettre Giulio Ciccone sur sa filière, mais là où j'ai pas compris, c'est le relais de Giulio Pellizzari. J'ai l'impression que Giulio Pellizzari, il est juste trop fort pour ses équipiers en fait. Parce que s'il avait envie de cramer Jay Hindley et Finn Fisher-Black, il s'y serait pas pris d'une autre manière. Donc alors au moins il a montré qu'il est fort. Ça c'est sûr, il est fort. Mais Pellizzari, il a fait le relais idéal pour amener Jonas Vingegaard sur sa filière, c'est-à-dire pour épailler le peloton, pour sécher les mecs, et puis bah évidemment Jonas il a travaillé son punch comme nous expliquait Enzo dans un précédent podcast, et donc à la fin victoire de Jonas Vingegaard. Alors si on croit les interviews d'avant-course, les DS de la Visma avaient dit que c'était pas forcément le plan, et à l'arrivée Vingegaard disait qu'il voulait la victoire. Alors après, est-ce qu'on n'a pas aussi un petit peu bluffé du côté de la Visma en disant non on veut pas l'étape pour forcer les autres équipes à travailler, parce que c'est la Q36.5 qui a fait le gros du travail sur une partie de l'étape. Est-ce qu'il y a eu un bluff? J'en sais rien, je sais pas. En tout cas, Jonas était favori de l'étape. Moi, vraiment, sur cette étape-là, j'aurais pas été une seconde sur lui. Ça lui fait un podium protocolaire. On perd un petit peu en influx, donc voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qu'il faut souligner, grosse chute du côté de la Visma, c'est quasiment toute l'équipe qui est tombée par terre à 20 bandes de l'arrivée. Axel Zingle, vous avez vu l'histoire, il se remet l'épaule tout seul, il se fait piquer son vélo, il termine avec 23 minutes de retard. À voir comment ils vont récupérer pour le chrono par équipe de mercredi. Ça, vraiment, ça va être très important. On sait que les chutes, le pire, c'est 48 heures après. 70 heures, c'est pas encore dinguissime. Donc, il y a un chrono par équipe mercredi qu'on aura le temps d'analyser. Moi, j'adore analyser les chronos par équipe, mais ça, vraiment, c'est une information à noter et à mettre de côté pour le chrono de mercredi. Un petit mot également de Side Limit, parce qu'il y a une compétition. Il y a une compétition sur la Vuelta, sur Side Limit. Alors il y a des compétitions tous les jours. C'est un mix entre le bet et le fantasy. Tous les jours vous constituez des équipes avec les cartes que vous possédez, les cartes gratuites que vous récupérez en arrivant dans le jeu pour la Ligue 4, ou les cartes que vous possédez si vous êtes un petit peu plus loin dans le jeu, si vous avez des cartes bleues, des cartes roses ou des cartes jaunes. Donc ça se passe sur l'appli Side Limit. Donc tous les jours il y a des cartes, il y a des dotations à gagner. Mais il y a aussi une ligue pour la Vuelta, une Ligue 1, une Ligue 2, une Ligue 3. Donc pour la Ligue 1 pour l'instant c'est Benoît Tréanton qui est en tête. D'ailleurs, pour ceux qui posent la question, le podcast est sorti dans la tête d'un parieur. Le podcast de Benoît, vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcast, sur Apple, Deezer, Spotify, également sur sa chaîne YouTube. Donc dans la tête d'un parieur, vous avez quelques previews déjà pour des PLT pour la saison qui débute. Ça parle de foot, ça parle de basket, il y a pas mal de petites choses. Donc il est en tête juste devant Petit Juju, un point d'avance pour Benoît devant Petit Juju. À la 3e place, Pripri Team, nouveau manager Pripri Team, attention à lui, très très dangerous Pripri Team, il est là, il a mis 300 balles pour aller chercher, je vous en avais parlé dans un précédent podcast, je vous avais dit que la carte unique de Matteo Riccitello risquait de partir assez cher. Pripri Team, il a été la chercher à $299, donc c'est l'une des cartes les plus chères du jeu pour la carte unique de Matteo Riccitello. On a Boris à la 4e place, et moi je suis dernier actuellement de cette ligue parce que dans tout le monde a pris Jonas Vingegaard en leader. Moi j'ai pris Joao Almeida, donc c'est pour ça. Donc si Almeida gagne la Vuelta, je vais retourner le truc. La Ligue 2, Jeff qui est en tête, et du côté de la Ligue 3, c'est Luc qui est en tête, Ailas The Teamix Show. Donc Luc, plus connu aussi, lui qui fait tout les créas de contenu Silemetrix que vous pouvez voir, qu'on avait déjà reçu dans le podcast également. Donc Luc alias The Teamix Show alias Silemetrix, qui est actuellement en tête de la Ligue 4. Je crois qu'il est arrivé dans la place. Il est de retour de son échappée, de son épopée, Monsieur Thibaut alias Latib. Ça va Thibaut? Il est dans la place, il est dans le coup tordu, il vient d'arriver, il revient de son échappée avec Winamax. Monsieur Thibaut alias Latib, ça va Thibaut? Ah mais je me suis connecté juste pour t'écouter religieusement. Oui, je viens d'arriver en gare de Tours. Comme tu l'entends, je suis en pleine rue.
D'accord, ok Thibaut, bah t'arrives juste au moment où j'allais basculer sur l'analyse de la 3e étape de la Vuelta après avoir débriefé un petit peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu de tête comme ça depuis la rue de Tours, Thibaut, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette 3e étape? Pardon, Godu. Non, mais en vrai, peut-être mésestimé dans l'analyse et dans ton choix que tu as vu sur Godu, le fait que l'étape est très simple. C'est en fait un peu comme l'effort de Corbin Strong. Tu vois, sur ce type d'effort, tu peux potentiellement faire illusion, d'autant plus que la montée est roulante et que les 2 derniers kilomètres étaient vraiment les plus durs. Donc, en plus, Godu le dit lui-même dans son interview, il était un peu oxy, il avait mal aux jambes. Donc, je pense que sur les efforts plus longs, je suis pas super optimiste. Ce que j'expliquais avant que tu arrives dans le podcast, c'est que voilà, on va dire que c'était vraiment taillé pour lui. Ascension de 10 minutes, en plus de la pluie, il adore ça. Après, quand même, faut pas sous-estimer que c'est un mec qui marche beaucoup au mental et qui marche beaucoup à la confiance. Ça peut le mettre dans un bon mood. Et ce bon mood peut lui faire... Godu, c'est simple, il est jamais aussi fort que quand on l'attend pas et il est jamais aussi nul que quand on l'attend. Possiblement, oui, c'est vrai. Mais je sais pas, quand les chiffres sont mauvais, tu sais, théoriquement, sur les efforts longs, il y aura pas de miracle, surtout que ça va être de la machine à watts, et si t'as pas les watts, tu peux pas faire grand chose. Maintenant, ça reste des mathématiques. Celui qui a les meilleurs watts, il va s'imposer. Celui qui a des très bons watts, il va faire un résultat. Totalement Thibaut. 3e étape, donc tu as fait une preview sur Vélo Futé. Exactement. Bon, on va pas se mentir, ça se finit en sprint. Mais en sprint réduit, sans doute, l'étape est très courte. Et puis il y a cette seule difficulté répertoriée avec, comme tu l'as vu sur le profil, 2 kilomètres au pied qui sont durs. On est sur du 8-9%. Donc la question, c'est est-ce que le Trek vont tenter de durcir? Double objectif, en vrai. Est-ce que on n'essaierait pas de rattraper l'échappée et après on tente le sprint bonification? Je pense pas que Jonas y prendra part. Je pense pas que Jonas soit contre le fait que Giulio Ciccone les Lidl Trek et limite le maillot rose. Donc la question en fait, ça va être de savoir le double intérêt. Les Lidl Trek vont forcément accélérer pour essayer de mettre à mal Jasper Philipsen et de le faire sauter potentiellement parce que ce sera difficile après de revenir dans le peloton. Et puis ensuite, il y a potentiellement, suivant l'écart qu'on a avec l'échappée, est-ce qu'on tente le sprint bonification avec Ciccone pour avoir le maillot rose à la fin? Ouais, et puis rouge, pardon. Ouais, et si on arrive à reprendre un petit peu l'échappée aussi avant ce 2e catégorie, on peut aussi mettre des points de la montagne pour Giulio Ciccone. Donc en fait, on peut faire triple objectif. Maillot de la montagne pour Ciccone en haut du talus. On peut aller chercher le sprint, les points de bonification pour Mats Pedersen pour le classement par points, plus le maillot rose pour Giulio Ciccone en bas du sprint. Ça peut complètement, ça coche complètement les cases. Et en plus épailler Jasper Philipsen pour la suite de l'étape. Alors même s'il ne l'épaille pas, ça peut au moins le faire toxiner, le mettre dans le rouge avant le sprint final. Ouais, c'est ça, tu crées une pré-fatigue. Après, l'étape est courte, donc est-ce que la fatigue se fera ressentir? Il y a que 136 km, donc c'est pas énorme, mais à voir, parce que il y a de quoi au moins le lâcher. On est quand même sur un Jasper Philipsen qui grimpait pas aussi bien dernièrement du fait de sa chute sur le Tour de France. La préparation n'est pas la même et surtout n'est pas optimale en vue de cette Vuelta où faut savoir grimper. Ah bah oui, moi je pense que je serais surpris qu'il aille au bout de la Vuelta. Quand on écoute un petit peu la préparation qu'il a eue, 10 jours d'arrêt après la chute sur le Tour de France, il n'y a eu aucune préparation spécifique pour cette Vuelta. Il revient autour du Danemark. Ça se passe pas très très bien. Je pense qu'on a voulu simplement tenter le coup parce qu'on a vu qu'il y avait éventuellement un bon spot à prendre, notamment sur la première étape. Mais à mon avis, il n'est pas du tout matricé pour aller au bout des 3 semaines. Après, peut-être qu'il va s'accrocher, mais je serais vraiment hyper et sur l'étape de ce lundi et sur l'étape de ce mardi.
parce que l'étape de mardi, il y a aussi possibilité de le mettre un petit peu dans les roses assez rapidement. Donc ouais, on peut avoir une Lidl Trek totalement revancharde qui cherche à tout récupérer, à la fois le maillot rouge et à la fois la victoire d'étape. Thibaut, sur cette étape, donc on va pas se mentir, immense favori bien évidemment, c'est Mads Pedersen. Tu lui donnes combien de pourcentage de chance de remporter cette étape? Honnêtement, je pense plus de 50%. Ouais. Plus de 50%. Maintenant, est-ce que je lui donne 70? Je pense pas. Moi, je lui donne 70. Moi, c'est exactement ce que je lui donne. Ça fait quand même élevé. Hein. Ouais. Ça fait quand même élevé. Après, moi, je vais te dire sur ce final, j'ai une idée de con. Après, honnêtement, on va partir. Enfin, moi, c'est un scénario de con, mais qui dit scénario de con dit peu de probabilité que ça se réalise. Mais il y a quand même une possibilité à un monde pour que ça se passe. Dis-nous ta probabilité, Thibaut. Mads Pedersen est grand favori de cette étape et tu l'as vu et on va le décrire le finish. On a quand même un finish qui est ascendant autour des 4-5%. Donc rien de bien méchant pour des sprinteurs polyvalents. Mais la particularité, c'est qu'on a une épingle. On a une épingle à 100-200 mètres de l'arrivée et on est plus à 175 mètres espace 75 mètres en sortie de virage, tu vois, avec la ligne d'arrivée. Donc en gros, c'est simple, l'objectif est simple pour chaque équipe, c'est que faut franchir ce virage en tête. Et tu veux dire que si jamais il est mal placé ou si jamais on rate le virage, ça peut potentiellement le mettre en difficulté. Non, mais sur un sprint ascendant, est-ce que Danule est son TP? Est-ce qu'on met Badgioli ou est-ce qu'on met Giulio Ciccone aussi en poisson pilote? Je pose la question. On peut mettre Julien Bernard aussi, il a été énorme. Aujourd'hui, il a été énorme. Ouais, il a été énorme. Mais en fait, moi, ma réflexion, c'est de me dire que l'objectif des Lidl Trek sur ces 4 premiers jours, c'était que ils aillent chercher le maillot rouge. Pardon. Ouais. On est en Italie, ça me perturbe. Et ils peuvent encore le faire. Ils peuvent plus le faire avec Mads Pedersen parce qu'il est à 6 minutes maintenant au classement général, donc c'est mort. Mais par contre, Giulio Ciccone, il est qu'à 4 secondes de Jonas Vingegaard. On est d'accord que sur ce type de finish, Jonas ne prendra pas de risque, n'ira pas quand même à la bataille. Et je suis même pas sûr que ça dérange en fait Vingegaard de laisser Giulio Ciccone et la Lidl Trek avoir le maillot rose et le récupérer plus tard. Donc en fait, mon interrogation, c'est il y a peu de probabilité que ça se passe, mais il y a un monde où ça se passe. Giulio Ciccone, PP de Mads Pedersen, est-ce que Mads Pedersen lui fait pas le coup de la cassure? Après, si Ciccone récupère la... Ouais. Parce que ouais, en fait, faut que Ciccone faut qu'il prenne la bonif. Pour récupérer le maillot, faut qu'il prenne la bonif au sprint intermédiaire. Donc ça veut dire que faut que il n'y ait pas d'échappée parce que c'est 6, 4 et 2 secondes, c'est ça au sprint intermédiaire si je me trompe pas. Attends, je vais vérifier sur le règlement. Non, c'est 6, 4 et 2, c'est sûr. Ouais, c'est 6, 4 et 2. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait maximum qu'un seul gars devant. Et encore, faut qu'il y ait qu'un seul gars devant et après ça joue aux places au classement général. Donc en fait, ils sont contraints et forcés de rattraper l'échappée. Non. Si il a 4 secondes de retard sur Vingegaard. Donc s'il prend les 6 secondes au sprint intermédiaire, il a 2 secondes d'avance. S'il prend, mais imaginons qu'il les prend pas, ça veut dire qu'il faut au moins qu'il soit deuxième. Et au moins qu'il soit deuxième, ils sont dans la même seconde. Mais dans la même seconde, ça joue au cumul des places du classement des étapes. Donc honnêtement, qui va aller lui contester? S'ils épaillent le talus et qu'ils envoient Philipsen un peu loin, qui va aller lui contester? Attends, mais je regarde déjà si ça joue au cumul. Jonas Vingegaard 1 et 41 et Giulio Ciccone. Voilà, je capte moins bien, évidemment. 1 et 46. Ouais, bon, voilà. Donc ça veut dire que Jonas Vingegaard, faut qu'il finisse quand même beaucoup plus en reculant de Ciccone. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'il aille se taper un peu du côté de l'arrivée. Donc ils sont contraints et forcés s'ils veulent faire ça avec le sprint intermédiaire et les bonifs de rattraper l'échappée, on va dire. Ouais. Après, le problème c'est que s'ils font ça, ce coup de la cassure pour Mads Pedersen, pour Ciccone, après le problème c'est qu'on fait une croix aussi un petit peu sur le maillot des sprints. Pas nécessairement, parce que c'est un manque à gagner à la fin. Peut aussi aller. Ouais, mais Pedersen peut aller chercher une place
par derrière, on va dire. Donc bon, il a pris un peu de retard, mais de toute façon, dans tous les cas, il y a aussi le bénéfice que ça peut apporter à Giulio Ciccone. Oui, il a le rouge, oui, il le perdra. Mais il peut prendre aussi des petits points au com, on va dire. Ouais. Il y a à boire et à manger des deux côtés du côté. Mais je te dis, c'est un scénario de con. C'est pas le privilégié. Hein. Moi, je pense que ce dimanche c'était pour Ciccone, ils vont faire tourner le ballon et là ça va être pour Pedersen. Il y a honnêtement de très grandes chances. Moi, c'est surtout en fait la place du poisson pilote de Mats Pedersen. Parce que là, clairement, de toute façon, du côté des sprinters, on va pas se mentir, il vaut mieux déclencher un peu un carré. Donc, ça va quand même batailler. Mais sur ce type de finish, est-ce que tu mets Danule ou Søren Krogh Andersen? Je sais pas. Moi, je pense que je mettrais plus un Baggioli ou un Giulio Ciccone imaginons que ce soit les Lidl ou une autre équipe. Si t'as deux coureurs qui passent en tête, les deux peuvent finir sur la boîte de cette étape. Hein. Le PP et le sprinter, suivant où le PP aura déposé son sprinter. Donc donc Thibaut, pour toi, t'es d'accord. Moi, j'étais plutôt, de toute façon, 50 ou 70%, ça change pas grand-chose. Parce que là, je vois de toute manière les cotations. Sur le Bookref, c'était plutôt parti aux alentours de 1,61 sur la victoire de Pedersen. Les cotations arrivent en France petit à petit. On est plutôt aux alentours de 1,50 pour la victoire de Pedersen. Donc même à 70%, s'il a valu, elle est vraiment pas dingue. Donc voilà, moi je partirais pas, je la mettrais pas, hein, juste parce que je pense qu'il va gagner. Voilà, pour ceux qui jouent en fantasy, par exemple, évidemment sur Side Limit, sur l'appli Side Limit, bien sûr, Pedersen, ça va être le mec à sortir. Bien évidemment sur cette étape, voire le mettre en capitaine. Après, va falloir aussi bien l'accompagner autour. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une petite louche sur Mats Pedersen au maillot vert parce que forcément il a accumulé pas mal de retard. Si jamais il remporte l'étape, il va se rapprocher. Je pense que l'étape de mardi elle est aussi pas mal pour lui, donc s'il arrive à claquer 60 points en 2 étapes et que Philipsen est loin, et c'est un petit peu ce qu'on imagine, donc ça va complètement le replacer pour le classement des maillots verts. Je suis pas sûr non plus que Vingegaard gloutonne pendant toute la Vuelta, avec en plus toute son équipe ou presque qui s'est cassé la gueule sur l'étape de ce dimanche. Donc il y a du 2,25. Je vais remettre un petit 0,1% de bankroll sur Pedersen qui remporte le maillot vert à la fin de la Vuelta. Voilà, ça sera un petit peu le pic pour cette étape. Thibaut, est-ce que tu vois des mecs possibles en top 3? Allez, là c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que faut se projeter, hein. T'as des mecs qui peuvent le faire, qui aiment bien ces sprints insolents, hein. Tu peux citer des Ben Turner, des Thibaut Gruel, tu peux citer des Luis Orlar, tu vois, mais tu peux citer aussi des coureurs qui sont relativement impressionnants. Et moi j'ai la question du côté par exemple d'un Jordan Labrosse. Il a déjà fait regarde l'étape du Tour de Burgos, c'était pas mal, hein, quand il va s'imposer du côté quand il va s'imposer, oui. Ah ouais, quand il fait 2, ouais. Étape. Après c'est assez spécifique, ouais, derrière Adria, pardon. Ouais. Imposé, mais il va faire 2, il était impressionnant. C'est un type de finish qui sans les pavés ressemble quand même assez, hein, en termes de profil, hein. Totalement. Après, c'était spécifique, hein. C'était vraiment très spécifique. C'est toujours spécifique Burgos, mais là, sur ce type d'ascension, puis le fil, ils n'étaient pas le même. Au moins de sprinters assez polyvalents. Il y a Ciccone et Del Toro qui s'étaient aussi cassé la gueule. Il y avait aussi une grosse guerre de placement parce que c'était vraiment étroit. Guerre de placement qu'on aura aussi, hein, d'ailleurs, sur l'étape de ce lundi, de manière un peu différente. Mais on l'aura aussi lundi. Ouais, il est pour un top 10. Pour un top 10, c'est une bonne idée. Moi, il y a un match-up qui m'intéresse. Et il y a un mec que tu as cité. Il y a David Gaudu qui a dit à l'arrivée de l'étape que cette 3e étape, elle serait pour Thibaut Gruel. Est-ce que étonnant. Ouais, mais est-ce que Anders Foldager du côté de la Jayco, est-ce qu'on est sûr à 100% qu'on va jouer pour lui? Ah oui. Ah ouais. Sur ce type de finish, ça doit être la carte, hein, Foldager. D'accord, donc en fait Gruel, ok. Donc Gruel, finalement pas un très très bon bet parce que Gruel, on va dire outsider aux alentours de 2. Alors je m'étais dit Foldager, s'il y a un doute sur le fait qu'il le joue.
Ben O'Connor, Quen Bouman, Eddie Dunbar, Foldager, Camper, Chris Harper, Julius Sent, Callan Bryan, Foldager. Mais moi, honnêtement, avec ce type de finish, mais avec ce type de finish, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir, par exemple, sur un top 10 d'un PP qui accompagnerait son sprinter, tu vois, parce qu'avec la corde, honnêtement, pas forcément partir sur un vainqueur, un sprinter vainqueur, mais à réfléchir à quel train va être bien positionné et réfléchir à un poisson pilote qui peut être bien placé, tu vois, en top 10. Moi, je t'apporte cet élément de réflexion. En logique, ça va être Giulio Ciccone qui va pousser parce qu'il y a les bonifs et il y a le placement. Donc, si on est logique du côté de la Lidl Trek, on met Giulio Ciccone en dernier relayeur. Donc, un top 10 un peu surprise, c'est le top 10 de Giulio Ciccone. Giulio Ciccone il a chuté ou il est à 150, tu vois. Il y a une réflexion à apporter, hein, mais j'ai pas encore arrêté mes choix. Il y a des trucs qui sont potentiellement pas mal, hein. Donc à méditer. Il y a eu quoi comme sprinter sur la première étape et comme train possible. Moi, si tu veux, pour moi, si on sort un peu Philipsen du jeu sur cette histoire-là, pour moi, ça ramène tout. Alors, Vernon, on peut le laisser dans le jeu. Ça fait quand même très longtemps qu'on l'a pas vu sprinter sur ce type de talus. Il y avait une étape en 2023, une arrivée un peu similaire. C'était sur les 4 jours de Dunkerque, remportée par Romain Grégoire, où il avait terminé devant Benoît Cosnefroy. Arrivée un peu plus dure encore que celle qu'on va avoir ce lundi. Mais c'est vrai que Vernon, depuis qu'il est arrivé chez Israël, on l'a plutôt vu sprinter sur du plat. Donc, interrogation vraiment sur son niveau et puis surtout, quel est le train, qu'est-ce qu'il va avoir comme train pour l'amener. Oui, Jack Stewart, ça doit tenir dans ce genre de situation. Pierre-André Côté, oui, ok. Ça se tient, ça s'entend. Est-ce que Frigo pour amener un train, est-ce que c'est le meilleur? Resberg, Yanniert et Bennett, je les retire un petit peu de l'équation. Puis Recitello, lui, il va essayer de se placer, mais il va essayer de se placer pour sa tronche et c'est bien normal. Donc non, moi je trouve que si on retire Philipsen du jeu, sachant que Orluis Hollard est 4e favori de l'étape, pour moi, ça le remet complètement en position de podiumable, quoi. Garofoli, combien? Est-ce que ce serait pas un mec à top 10, ça? Garofoli qui est à 400. Est-ce que ça se réfléchit pas en top 10? Un mec qui est plutôt bien placé en général. Ouais. Ce type de finish, ça lui convient bien. Il va chercher une 17e place sur le premier massif. Je sais pas, j'apporte une petite réflexion. Je pense que ça se médite. Ouais. Petite idée. Pourquoi? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Un mec comme Guillermo Silva. Un peu peur, c'est le train, quoi qu'il y a pas, il y a des bons coureurs hein, aussi du côté de la Kadja, mais pour moi Guillermo Silva, c'est aussi une arrivée qui est dans ses cordes. Il a déjà perfait sur ce genre de parcours, mais bon, les adversaires il va chercher un top 10 l'autre jour. Et puis il va chercher un top 10 l'autre jour et son top 10 avait open à 40, tu vois. Donc là, on est sur une cote à 100 en termes de vainqueur. Tu me dis bien que son top 10 ne sera largement plus à 40, ni même à 20. Mathis Michels, c'est un bon spot. Il est à mon avis plus à l'aise sur ce type d'arrivée en petit talus. Le sprint qui avait été remporté par Paul Magnier, on avait Ben Turner, derrière là sur le Tour de Pologne là récemment. On avait un truc un peu ascendant comme ça, un petit peu plus facile que ce qu'on aura demain. Ouais. Écoute, c'est pas si simple que ça parce que ça va vraiment se déterminer sur les trains. Et moi, je trouve Orluis Hollard, j'attends un petit peu d'avoir la cotation du top 3, mais c'est vrai quoi. En plus, ça peut être, ce que t'as mis sur Vélo Futé, il y a quand même des virages. Il est régulier, régulier, si vous bien plus bien placé, et puis il aime ce type de profil. C'était quand? C'était il y a 2 ans où il s'était imposé de manière magistrale un finish avec Remco Evenepoel. 2 ou 3 ans. Alors là, ça te parle pas? Moi, je le vois sur l'Acro Race où il déchire tout en 2023. Et Tour d'Espagne, il y a 2023, il fait 2e d'une étape, l'étape qui est gagnée par Geoffrey Soupe. Je me rappelle d'un finish avec Remco Evenepoel. Putain, il était monstrueux. L'année dernière, la Kadja faisait pas la Vuelta. Il a fait qu'une seule Vuelta, c'est 2023 avec la Kadja. Alors l'année dernière, il était déjà chez Movistar. Il était à la Kadja encore l'année dernière. Donc la Kadja était pas un sprint monstrueux il était à la Cara Rural ou il était à Movistar?
Ah non, il était à la Cara. Il était à la Cara. Alors, c'était pas sûr. Je pense que Je crois que c'était avec Remco Evenepoel. il fait. Il y avait Rem. Attends, et tu sais quoi, on va prendre les match-up. Je vais bien trouver. Il nous avait sorti un sprint du démon. Il était ça peut être que 2023. Mais 2023, il termine hyper bien l'année avec la Crow Race, où il remporte le classement général. Versus Remco Evenepoel. C'est pas la Volta d'Alejandro, la course au Portugal, il l'avait gagné aussi. Il n'y avait pas de Remco dans l'histoire. Non, mais je crois que Remco avait fait PP à un moment. Il avait dû faire PP, un truc dans le genre. Tour du Pays Basque, 5e étape. Ah oui, bah voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Remco qui avait été monstrueux pour Alaphilippe. Il avait été plutôt très bon. Il va faire une 5e place, tu vois, mais il avait été exceptionnel sur un final très difficile. Tour du Pays Basque, étape numéro 2 en 2022. C'est l'étape remportée par Alaphilippe devant Fabien Doubé et Quinten Hermans. Je me rappelle. Remco, il avait été exceptionnel. Là où Pierre Latour s'était cassé la gueule dans la descente. Et il sortait d'une très belle saison à ce moment-là, Orlar. Exact, ouais, je vois, ouais. Oui, non, je me rappelle très très bien de cette étape. Pierre Latour, c'est ce jour-là, je crois qu'il a compris définitivement que les descentes, c'était pas, il m'a fait mal au cœur ce jour-là. Oui, avec 3 ans avec 3 ans de plus pour. Écoute, je veux voir, pour moi, à partir de 3,5, le podium est pas mal. À partir de 3,5, le podium est pas mal. Maintenant, est-ce qu'il y a des... Bon, encore une fois, les pics podium, va falloir les attendre. Parce que sur le Boucref, il y a du top finish, top 3, mais c'est pour le classement général. Bon, compliqué d'estimer à combien il va sortir en top 3, mais voilà, à partir de 3,5, ça me paraît pas mal. Donc, je vous confirmerai ou non le pic sur le top 3 d'Aolar demain sur les réseaux sociaux. Voilà, ça sera à peu près mon seul pic pour cette étape. Il y a d'autres idées qui te traversent l'esprit, Thibaut ? Ouais, ça reste quand même assez compliqué. Il y a vraiment ce dernier virage qui rend le final assez spécial et c'est vraiment un sprint de placement. Donc, honnêtement, même s'il est ça va être un boulevard pour lui et que malheureusement en live, il y aura plus que les vainqueurs d'ouvert. Tu vois, il y a peut-être des coups à jouer. Tu vois, s'il y a un mauvais placement du Danois et de son train, tu vois. Parce que ça reste vraiment au placement. Après, est-ce que finalement le bon pic pour l'étape de ce lundi, ça serait pas Jonas Vingegaard perd le maillot rouge ? Ouais, mais il le perd dans quelles conditions ? Dans les conditions où Ciccone prend la bonif de 6 secondes à la moitié de l'étape. Oui, mais du coup, est-ce que... en fait, du coup, dans cette hypothèse-là, moi, je vais quand même réfléchir à... Les Lidl, ils roulent sur le début de l'étape, ils maintiennent l'échappée à distance. Franchement, si Ciccone attaque dans l'ascension pour prendre les points du grimpeur et pour ensuite récupérer en bas de la descente le bonus sans sprint, qui va y aller, quoi ? Est-ce qu'il va être marqué au classement général ? Est-ce que ça va mettre en panique les Visma, les UAE ? Tout le monde va le laisser faire. Et derrière, il va se relever, il va leur dire avant. Et les Visma, ça va les arranger, en fait. Et il n'y a aucun Alpecin pour moi qui peut lui sauter dans les roues sur le talus de deuxième catégorie. Donc, c'est presque un penalty pour lui, en fait. S'il le veut vraiment. Mais du coup, en fait, oui, mais ma réflexion, en fait, quand je te dis ça, c'est 1, est-ce que la cote sera proposée ? Et 2, est-ce que, en fait, c'est pas plutôt un bet Giulio Ciccone, vainqueur du sprint intermédiaire, qui serait potentiellement plus haut ? Ah oui, ça va falloir surveiller. Bon, alors après, le problème, c'est que les books nous écoutent, donc ça va forcément être baissé, être rafistolé. Mais ça, oui, évidemment, ça c'est vraiment à surveiller au moment des sorties de cote. Non, ça donne, voilà, on va pas donner beaucoup de paris sur ce coup tordu, mais au moins ça donne des idées, quoi. On est là aussi pour ça. On est avant tout pas un podcast de betting, mais si on peut vous aider un petit peu à analyser le bordel, c'est aussi un petit peu le but du podcast, quoi. Mais ouais. Pour toi, Philipsen, lâché dans la difficulté et il rentre ou pas lâché non, en fait, il y a 3 options. Il est pas lâché. Pour toi, il est lâché et il finit par rentrer, ou alors il est lâché et lâché définitivement. Pour moi, il est pas lâché en fait, mais si tu regardes la suite du parcours, il est émoussé. Ouais. Déjà, ça peut l'émousser. Ils peuvent mettre un petit rythme, mais je pense que le but pour la Lidl, c'est vraiment d'arriver et de garder un train assez compact pour le final, parce que l'objectif, je pense, numéro 1, ça reste quand même la victoire d'étape pour Pedersen. Objectif numéro 2, le maillot rouge pour Ciccone, et objectif numéro 3, faire perdre des points à Philipsen pour le maillot vert. Donc, je pense qu'ils peuvent commencer à l'épailler sur cette ascension
l'ascension, mais il y a aussi une côte non répertoriée à 29 km de l'arrivée. Le Corio, c'est 1,8 km à 5,9% de moyenne. Et on sait qu'un sprinter, quand il est pas dans son A-game, quand il est pas en ultra méga forme, et c'est le cas de Jasper Philipsen, il conserve son ADN de base, à savoir sa pointe de vitesse, mais derrière on peut le balader un petit peu sur un terrain qui n'est pas le sien. Donc à partir de 29 km de l'arrivée, enfin un petit peu plus, avant cette ascension non répertoriée, on peut commencer un petit peu, je pense, à vraiment le fatiguer. 31 km. Ouais, pour le début de l'ascension et le sommet, ouais, c'est oui, c'est ça. Donc voilà, puis après on a aussi un final ascendant pour arriver jusqu'à la fin. Donc après un Philipsen hyper en forme, il pourrait le gagner, hein. Après tout, faut se rappeler Arnaud. Ah oui, non mais ça je te dis pas le contraire en fait. Moi j'élimine un peu comme toi Philipsen de l'équation parce que il n'a pas la préparation optimale, il a pas pu bien se préparer pour aller grimper et ça s'est un peu vu récemment, quoi. Donc, on avait vu sur le Giro, on avait vu Démar remporter une étape de ce style-là devant Sagan. À l'époque, on était sur l'Adbrooks avec Gilou, on l'avait donné à 8. Ça devait être le Giro, je crois 2021. Mais oui, un sprinter... c'est un Giro Covid. Ouais. Oui, c'est vrai. Un sprinter dans son A-game, il peut, mais là, voilà. Donc un petit peu, c'est ça, voilà. Si on va partir là-dessus. Bon, Thibaut, récap. Ouais, de toute façon, c'est ça. Hein, les sprinters, en fait, ils ont leur phase où ils grimpent très bien. Arnaud Démar, il a eu sa phase où il grimpait très bien. Fabio Jacobsen a eu sa phase où il grimpait plutôt bien. Bennett, il a eu sa phase où il grimpait très bien. Nasser, Vuelta 2016, c'était impressionnant. Et puis, en fait, ils ont cette petite année de fulgurance. Et puis après, ça grimpe un peu moins bien. Ouais, mais je crois que c'est vraiment une question de réglage, de rapport poids-puissance à trouver, parce que quand ils se mettent à grimper trop bien, ils perdent sur le plat, ce qu'on voit avec Pedersen, hein, typiquement cette année. Et puis quand ils regagnent sur le plat, ils perdent un petit peu en ascension. Ce qu'on voit avec Paul Magnier, Paul Magnier, il punch bien, mais typiquement par exemple sur la première étape du Giro cette année, celle qui est gagnée par Pedersen, tout le monde le voyait passer, et enfin tout le monde, pas tout le monde, mais c'est pas passé. Et après il a expliqué qu'il avait travaillé son plat. Donc c'est vraiment pour les entraîneurs, c'est vraiment des équations qui sont assez compliquées à résoudre, hein. Sagan par exemple, au début de sa carrière, c'était un sprinter plat. Après Pacivilla l'avait fait travailler les bosses, et quand il a arrêté de travailler avec Pacivilla, il a retravaillé le plat, il a reperdu sur les bosses. Donc c'est vraiment toutes ces c'est passionnant en fait, hein, surveiller le travail d'un sprinter. Et puis il y a aussi les phases de forme, et voilà, un sprinter c'est vraiment, mais effectivement ils ont un an ou deux où ils réussissent à vraiment, même Groenewegen, hein, il a eu des phases où il était pas trop pourri, puis dès qu'ils perdent c'est vraiment du réglage au millimètre comme une Formule 1, et dès qu'ils perdent un peu ça, ils reviennent un petit peu à leur qualité de base. J'ai loupé un truc. Dis-moi Thibaut. Je suis en train d'essayer de voir les cotes et je le vois pas dedans. Qui ça? Je me demandais le PP de Ben Turner. Tu mets qui? Tu mets l'Angelotti ou tu mets Michal Katowski? Parce que je trouve pas Michal. Tu le trouves pas? Moi, je pense que je mettrais Michal. Sur les cotations. Moi, je trouve pas sur les cotations. Moi, je mettrais Gann. Oui, enfin, mais on code Vinokourov, mais on code pas Katowski, quoi. Incroyable. Attends, non, mais on se retrouve avec Ben Swidoff à 1500 sur le Boukref, et il y a même pas Michal Katowski. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, je suis chafouin. On ne code pas tout le monde. Non, parce que ça aurait pu être une potentielle idée de top 10. Ouais, après, je dis ça une idée, hein. Il y a des réflexions à faire autour des sprinters et de leurs poissons pilotes qui peuvent aller faire un top 10. Ben Turner, je le mets dans le top 10. Son poisson pilote aussi peut-être, parce que va falloir dégager de la puissance et de l'explosivité. Non, il y a des trucs à méditer et à réfléchir. Faudra voir les codes du top 10. De toute façon, on parle un peu sans, donc un peu Thibaut, compliqué. On va rappeler ton prono pour cette 3e étape de la Vuelta. Alors, est-ce que je reste sage et je ne vais pas sur mon coup de folie, ou est-ce que je suis totalement fou, Vincent? C'est la grande question. Non, en vrai, selon toute logique et toute vraisemblance, Mats Pedersen a quand même les grosses faveurs. Mais comme je suis un romantique et un amoureux,
je tenterais bien le coup de la cassure avec un Giulio Ciccone qui ferait la surprise. Ok, bah c'est noté Thibaut. Donc moi, ça sera, on remet 0,1% de bankroll sur Mats Pedersen qui remet le maillot vert, qui prend le maillot vert, qui a le maillot vert à la fin du Tour d'Espagne. Donc ça, c'est un PLT, un pari long terme. Et en fonction des cotations, il y aura un top 3 de Hollard. Mais encore une fois, on n'a pas les codes, donc je vous confirmerai ça demain matin sur X, sur Twitter, bien évidemment, dès que les T3 sont disponibles. Merci beaucoup pour ce coup tordu, Thibaut. On rappelle qu'il y a tes analyses à retrouver sur le site Vélo Futé, qu'on peut aller te follow sur ton site Thibaut Chambre. Il y a ton Discord également. L'autre fois, des fois on me demande, il n'y a pas un Discord pour le coup tordu, machin. Et ton Discord est très très bien. Donc si on veut intégrer ton Discord, il y a juste un petit message à t'envoyer sur X, sur Twitter. On te chope sur les réseaux sociaux. Non, mille excuses. Non, mais t'as oublié un truc. Je pense que tu en as parlé. C'est pas directement dans mes DM, c'est dans mes demandes des DM. J'ai une rafale de mecs qui m'ont demandé le lien. J'ai littéralement pas encore eu le temps de répondre parce que entre le boulot, les rédactions des previews, les déplacements à Paris, j'ai pas eu le temps. Je m'en excuse. J'ai vu ça tout à l'heure dans le train. Mais honnêtement, je captais pas. Donc c'est-à-dire, j'ai vu ça vraiment très récemment. Donc je vais vous envoyer le lien, mais vous m'excuserez si ça a mis du temps pour certains, parce que c'est dans les demandes, et les demandes, j'ai littéralement rien qui m'indique que vous avez eu des demandes de DM. Il y a même pas, ça ne se surligne pas, tu vois. Genre j'ai les DM classiques avec les gens avec qui j'ai parlé, mais par contre les gens que je ne follow pas, parfois qui ne me follow pas, c'est dans les demandes de DM, et c'est une case, mais vraiment invisible, quoi. Bah oui. T'en as parlé récemment? Ouais, j'en ai parlé. J'ai vraiment quelques petites dizaines de demandes. Hein. Ouais. Non, j'en ai parlé très très récemment parce que voilà, je trouvais ça con de voilà, il y a ton Discord, ça sert à rien de multiplier les Discords en fait, hein, donc. Oui, voilà, et puis non, mais par contre, raison gardons, le Discord, ça reste. Un coin où je me fais bâcher constamment, mais je le cherche. C'est un lieu d'échange. Il y a tout, il y a à boire et à manger, mais il faut pas suivre tout le monde. Ah oui, non, mais de toute façon, parce que tout le monde partage son avis. Il y a des cases dédiées où justement un anti-comptoir où tout le monde annonce ce qui va prendre. Si les mecs ils intègrent pour suivre tout ce qui est annoncé là-dedans, tout et tout le monde. Ils perdent et ils vont y perdre surtout. Donc raison gardons, mais vous pouvez aussi discuter sur tous les sports aussi. Il y a à la base c'était un Discord de vélo qui s'est un peu qui reste majoritairement vélo, mais il y a des sections multisports. Donc il y a à boire et à manger dans toutes les catégories. Bon bah très bien. Donc vous pouvez aller boire et manger. Donc Thibaut Chambre, vous lui envoyez un petit message sur X, sur Twitter. Attendez un peu avant qu'il vous réponde, mais voilà. Je vais répondre déjà au DM. Hop, et est-ce que je m'en excuse? Putain, regarde, c'est terrible. J'ouvre à peine un DM. J'ai un DM qui a été envoyé mercredi, un DM qui a été envoyé hier de la même personne, et hier c'est 2 points d'interrogation. Désolé frère, j'ai absolument pas vu. Tu m'excuseras Ludovic. Bon. Hop, d'ailleurs tu vas voir que je te réponds et tu vas entendre dans le podcast que je t'ai répondu. Bon, bah très bien, bah voilà, bah ce qui prouve encore une fois que le podcast fonctionne et fonctionne très très bien. La preuve en est. Merci beaucoup Thibaut. Ouais, mais honnêtement, quand c'est comme ça, si vous m'envoyez un DM, limite, vous pouvez aussi m'envoyer un message directement dans le feed, hein, un message, pas un DM, hein, mais un message traditionnel, un tweet. Je t'ai DM, je le verrai dans mes notifs. Nombreuses notifs, mais je pense que je le verrai. Eh bah parfait, très bien. Merci à toi Thibaut, et puis merci à tous, et puis on se retrouve probablement demain pour un nouveau coup tordu. Ciao les amis. Ciao.